Il faut plus de courage en défensive qu'en offensive. En offensive, on avance, on court, on crie pour se donner du courage. En défensive, c'est différent. On voit l'ennemi qui avance au fur et à mesure. Et on sait que si on ne l'arrête pas, il arrivera jusqu'à toi. Donc ça, c'est le vrai courage. C'est très impressionnant et surtout c'est ce fanatisme des gens qui hurlent, ces hordes qui ont un mépris total de la mort et qui foncent vraiment. Et pour eux, le fait d'avoir des pertes importantes pesait moins sur le commandement. Parce qu'ils avaient des relèves immédiates avec les troupes qui se tenaient à l'arrière et qui étaient prêtes à remplacer les pertes Viet Minh. Alors que chez nous, nous n'avions plus les relèves suffisantes. Au dernier moment, des parachutistes ont été parachutés, j'allais dire presque au compte-gouttes. C'est alors que par petits groupes venus de Hanoï, des camarades sont parachutés. Plus de 800 en tout, tous volontaires, même s'ils n'ont jamais sauté jusqu'alors. Ils veulent être à nos côtés alors que l'issue est proche. Malheureusement, notre zone est si réduite que beaucoup tombent directement dans les mains de l'ennemi. Les hommes sont faits de chair et de sentiments aussi. Regardez le nombre de gens qui ont sauté, qui savaient, qui se doutaient qu'ils n'en reviendraient pas. Enfin, au moins qui... Et ils ont été volontaires pour être avec les camarades. On y est surtout allé par solidarité, très profonde solidarité de combattants, la camaraderie de combat. Et c'est beaucoup plus net avec les volontaires non parachutistes. Ils sont venus rejoindre des anciens. Ils ont senti que tout se réglait, 4 ans, 5 ans, 6 ans de guerre. Et quelquefois, ils en étaient à 2 séjours. Ils s'étaient battus pendant des milliers de journées en Indochine et tout se réglait à bien fou. Et ils se sont sentis obligés, pas obligés, mais un devoir d'aller se battre encore à bien fou. Là, j'ai le commandement d'une unité de chars et je perds pratiquement tous mes chars et tous mes hommes en 48 heures. Je prends le commandement de mon char le matin en arrivant. J'ai déjà dans l'après-midi un char détruit par artillerie. Moi, personnellement, je saute en pleine nuit sur mine. J'ai des blessés à bord du char. Je rentre et dans les opérations d'entretien, les observatoires Viet Minh nous détectent. On a tout de suite un tir d'artillerie et je perds tous mes hommes. Tous mes hommes. Je me retrouve tout seul face à un char vide. J'avais même l'impression de porter malheur. C'était tellement puissant comme impression que j'avais l'impression de porter malheur à mes hommes tout en les commandant. Le compte journalier des morts et des blessés. Combien de blessés? Mais on a encore une bouffée d'espoir. On dit qu'une opération spéciale est en train de se monter. L'opération Vautour. Un bombardement massif des positions Viet Minh. Des discussions ont lieu au plus haut niveau avec les États-Unis, entre le ministre des Affaires étrangères George Bidault, le secrétaire d'État Foster Dulles et le haut commandement américain. Un vrai SOS. Les bombardiers américains basés aux Philippines sont prêts. C'est une question de jours. Nous n'avons qu'à tenir encore un peu. Le général Ely, chef d'état-major français, est envoyé à Washington. Avec son homologue américain, l'amiral Radford, il tente de convaincre le président Eisenhower de donner son accord à l'opération Vautour. La première idée avait été de bombardements massifs pour anéantir l'artillerie vietnamienne par les B-52 qui étaient basés aux Philippines. Ça leur paraissait déjà une bonne idée. Et si ça ne suffisait pas, là ça a été demandé officiellement, ça a été discuté officiellement.
Bidault a demandé l'emploi de l'arme atomique. Donc cette opération commence à naître et un début de réalisation se met en place, de réalisation technique, c'est-à-dire que certains porte-avions américains arrivent dans le golfe du Tonkin chargés d'avions. Vous voyez que ça a quand même pris des proportions, l'internationalisation était vraiment aux portes. Des vols de reconnaissance sont effectués sur Dien Bien Phu. Mais Eisenhower ne donnera son feu vert que si ses alliés britanniques le soutiennent. Or, Churchill refuse l'opération. À quelques jours des négociations de Genève, un tel bombardement serait une totale stupidité. Il ne pouvait pas être ignorant que les Français ne seraient pas protégés des radiations atomiques. En plus, qu'ils ne pouvaient pas se replier, ils étaient encerclés. Donc, en demandant la bombe atomique, pour sauver la garnison française, en fait, il a condamné à mort. Je pense que là, il a eu une responsabilité énorme. On peut dire que la crise de Dien Bien Phu avec l'opération Vautour a été l'une des crises majeures de la guerre froide, avec l'opération des missiles à Cuba, avec la crise de Berlin. C'est une des 3 ou 4 principales crises de la guerre froide qui ont amené le monde au bord du gouffre, véritablement. Miraculeusement, nous avons réussi à tenir depuis 57 jours. Mais le carnage se poursuit, tranchée après tranchée, au corps à corps. L'intensité du combat cette nuit-là, c'était la dernière, donc vous voyez, les Viet Minh étaient partout. C'était un bruit infernal, des explosions partout. Ces combats étaient désordonnés, c'était un peu chacun pour soi. Il y en a beaucoup qui étaient déchiquetés. J'ai ramassé des fois même des hommes qui n'étaient même pas morts complètement, qui étaient sur le point de mourir. Un camarade m'a soutenu un petit peu, mais seulement il y avait des cris, des hurlements, on ne savait pas qui était qui, il faisait nuit, ça tirait, et on ne savait plus trop où étaient les amis et les ennemis. Ça a été pour le reste de la nuit des combats individuels, 3 ou 4 dans les tranchées, et vers 4 heures du matin à peu près, je me suis retrouvé de nouveau dans le PC qui n'avait pas été occupé par les Viet. Il y avait là la cour des miracles avec des gens blessés, il y avait un radio Duval qui avait le crâne totalement ouvert, il y avait des morts dans les tranchées, on les piétinait. J'ai vu là mon caporal-chef Lai Suyen qui était étendu, mort, et sur lequel j'avais les 2 pieds. Je ne l'avais pas réalisé dans la nuit. Il y a eu un légionnaire qui, je pense qu'il est mort après, qui nous disait tuez-moi, mais je ne peux pas rester comme ça, il avait perdu la vue. Bon, donc on a essayé de la ramener à l'antenne chirurgicale, mais on n'a pas pu parce que ça tombait de tous les côtés. Le dernier combat dure 20 heures. Nous tentons de défendre l'ultime position qui surplombe notre poste de commandement central. Cette colline de la mort, où le bataillon parachutiste de Bijar est presque totalement sacrifié, répond au doux nom d'Eliane. Au matin du 7 mai, le Viet Minh donne l'assaut final. Dans un premier temps, donc, il faisait sauter les barbelés avec des bangalores, des cylindres remplis d'explosifs, et ensuite il montait à l'assaut en hurlant. Et les premières pertes étaient pratiquement immédiatement couvertes par la vague d'assaut suivante. Comme une vague de fourmis ou comme une vague de mer. Les gens arrivent les uns après les autres et malgré ceux qui sont tués, les autres continuent.
lorsque les premiers rangs Viet qui avaient réussi à percer dans des jets de grenades extraordinaires, puis sauter dans les